On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. La région de Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenant son centre intérieur d'amusement. Ça s'appelle au Machin Chouette. Ça a ouvert d'ailleurs vendredi dernier. On en discute dans quelques instants avec la propriétaire. Mais d'abord, parlons de politique. Il est devenu le vice-président national du NPD et j'ai nommé Hans Marotte. Il était candidat à l'occasion de la dernière élection fédérale dans le comté de Saint-Jean, portant les couleurs du NPD. Il habite toujours la région, dans le secteur de Saint-Mathias, et il est aujourd'hui le nouveau vice-président du comité exécutif national du nouveau Parti démocratique, le NPD. Hans Marotte, bonsoir et bienvenue. Merci. Toujours impliqué. Oui, en fait, moi, j'ai adoré la campagne. Bon, j'ai déjà fait de la politique à l'époque, mais jamais de cette intensité-là. Il faut comprendre qu'on avait une campagne électorale de 3 mois. Le parti m'avait donné beaucoup de responsabilités, donc on m'avait dit « gagne Saint-Jean, mais va aider d'autres personnes ». On m'a envoyé un peu partout. J'ai adoré ça, et comme ma blonde le dit souvent, moi, je suis un bouddhiste qui s'ignore. J'avais aucune attente. Moi, la seule chose que je pouvais faire, c'était de donner mon 100 %. On n'a pas gagné. Hein? On y avait un sondage une semaine avant l'élection qui nous donnait 11 % d'avance. Mais le soir même de l'élection, mes partisans étaient là en pleurs. Puis moi, je leur ai dit « écoutez, moi, demain, vous me redonnez une campagne électorale de 3 mois, je recommence. » Là, ça frôle un peu la maladie mentale, mais j'ai adoré ça. Fait qu'après, les gens m'ont dit « qu'est-ce que tu vas faire? » Je dis « moi, je veux servir, je veux être utile. » Et là, quelques mois après, des militants, des gens de la base m'ont dit « écoute, il y aurait peut-être de la place au niveau de l'exécutif. » Au départ, je me disais « ah oui, je vais me présenter comme peut-être conseiller. » On dit « non, regarde, tu y vas pour le grand coup vice-président. » On a fait une campagne, ça a bien été. Fait que là, tout ce qui reste à faire, c'est de travailler. De faire la job, donc la campagne, parce que là, il faut mettre en place une structure au niveau de la chefferie et tout ça. Là, les défis sont incroyables, parce que la politique, parfois, c'est la saveur du moment. Oui. On le sait, si on recule, il y a 2 campagnes électorales. Jack Layton était d'un naturel sympathique incroyable. Ça a collé aux Québécois. Le Bloc québécois était dans une phase où les gens aimaient bien Gilles Duceppe, mais trouvaient que ça avait fait son temps. Il a fait une performance, à tout le monde en parle, qui a reviré la campagne de façon incroyable. Et Tom Mulcair était arrivé aussi dans l'environnement de Jack Layton, se faisant élire d'ailleurs dans Outremont et tout ça. Et ça a donné ce que ça a donné. Jack Layton est décédé, on le sait. Tom Mulcair a pris la relève et à venir jusqu'à quelques semaines avant la campagne électorale. En fait, au déclenchement de la campagne, certains pensaient que le NPD allait être le prochain gouvernement, minoritaire ou peut-être même majoritaire. On a senti que Tom Mulcair a voulu amener le parti un peu plus au centre, peut-être pour qu'il soit un peu plus présentable à une majorité de Canadiens. Mais au final, l'impression que moi j'ai comme journaliste, c'est que vous vous êtes fait doubler sur la gauche par Justin Trudeau et les libéraux. Oui. En fait, la principale erreur qu'on a faite, moi je rappelle toujours que, bon, j'ai fait de la boxe dans ma jeunesse, mon coach me disait toujours, la pire erreur que tu vas faire, c'est de sous-estimer ton adversaire. La seconde où tu sous-estimes ton adversaire, tu as perdu. C'est ce qu'on a fait. Combien de fois, moi, pendant la campagne et même avant, j'étais en campagne depuis 1 an, j'ai rencontré des gens au niveau du NPD, que ce soit des employés, des bénévoles, des militants, des députés qui me disaient « on a-tu hâte à la campagne? Comment est-ce que Tom va manger, littéralement, Trudeau? » Puis moi, je me disais toujours « il faut faire attention. C'est un discipliné. Là. Il va travailler. » Et effectivement, M. Trudeau était meilleur que les attentes que les gens avaient devant lui. Ouais. Et c'est là qu'on a perdu l'élection. Il y a eu plusieurs autres erreurs aussi. Moi, je trouve qu'on a joué la trappe. Hein? Quand tu joues au hockey, tu gagnes 1-0, puis tu te mets à ta ligne bleue, puis tu te dis, on va jouer défensif. Le jour où tu te fais compter un but ou 2, il est trop tard. Donc, on a été un peu conservateur. Comme les gens disent, on s'est fait doubler vers la gauche dans le discours, parce que notre discours était, notre politique, notre plateforme était de gauche. On ne l'a pas mis assez de l'avant parce que, justement, on ne voulait pas trop effrayer ou trop faire peur. Et là, le défi qui nous attend dans les 3 prochaines années, c'est de nettoyer ça, c'est de faire le ménage au niveau de l'organisation pour qu'en 2019, on soit prêt. Il y a eu l'épisode, évidemment, du NICAP. Oui. Et on a senti, et même encore Tom Mulcair, qui était à Tout le monde en parle récemment, disait c'est vraiment viscéral en lui, il ne se voyait pas défendre une autre position que celle qu'il a défendue. Sauf qu'en même temps, le Parti libéral avait une position quasi identique. Ce qui était acceptable du côté des libéraux de Trudeau ne l'était pas du côté du NPD de Mulcair. En fait, moi, parce que les gens nous disent beaucoup, il y a certaines gens qui disent « vous avez perdu sur le NICAP ». C'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la position de M. Mulcair. Moi, je suis un gars de principe, je suis un gars de combat.
C'était, il faut le rappeler, parce que les gens l'ont oublié un peu, mais c'était une femme qui voulait, dans le cadre de la cérémonie, bon, c'était une femme, c'était Mme Michak. Mme Michak, d'ailleurs, qui disait, moi, c'est drôle, au Canada, mon mari ne veut pas que je le porte, le premier ministre ne veut pas que je le porte, les hommes dans mon entourage ne veulent pas que je le porte, moi, je veux le porter, puis on me dit qu'au Canada, la femme a le droit de décider. C'est un peu paradoxal. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a peut-être pas fait preuve d'assez de souplesse ou d'humanité. C'est normal que ça heurte les gens. Moi, je côtoyais des gens, ils me disaient, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. M. Mulcair a une position de principe. Il dit, écoutez, c'est une décision de la Cour, on va la respecter, c'est une question de principe. Il aurait fallu faire preuve peut-être d'un peu plus d'humanité, mais sur le principe, moi, je l'avais même dit, quand la position officielle du NPD est sortie, moi, je leur ai dit, envoyez-moi au bat, je suis prête à y aller. Parce que cet homme-là avait des principes qui a peut-être coûté des votes, mais en bout de ligne, comme vous l'avez dit, comment se fait-il que M. Trudeau, qui avait exactement la même position, M. Trudeau, moi, je pense qu'il n'est pas allé au bat. M. Trudeau nous a laissé aller au bat, puis c'est nous autres qui avons mangé à voler. Mais fondamentalement, sur la question de principe, il avait la même position. Bon. Là, il y a eu le vote de confiance à Edmonton, où vous étiez il n'y a pas si longtemps. Les observateurs s'attendaient à 65, 68, oui, 70. moins compris. Ah oui, 48. Ah oui, c'était... En fait, il y avait trois blocs. Il y avait des gens qui voulaient se débarrasser de Tom, très minoritaire. Il y avait des gens qui l'appuyaient. Et au milieu, il y avait beaucoup de gens qui voulaient lui passer un message, qui disaient, écoute, Tom, il est bon, il n'a peut-être pas assez écouté les gens, il n'a peut-être pas été assez connecté sur la base. On va y envoyer un message, on va le faire passer à 65, 70, puis il va s'améliorer. Moi, j'ai consolé des gens quelques minutes après le vote qui venaient me voir en pleurs. Puis je dis, écoute, on va travailler. Bon, oui, mais c'est parce que j'ai voté pour une course. Les gens disaient, j'ai voté pour une course. Hein? J'ai voté donc pour que Tom parte, mais je ne voulais pas qu'il parte. Fait que ces gens-là ne se sont pas parlé, mais à partir du moment où le vote est fait, tu ne peux plus regarder en arrière. Il faut que tu regardes en avant, puis là, on est rendu dans une course. Pourquoi reste-t-il? En fait, moi, j'admire ça. C'est pas facile, hein, parce qu'il a mangé une claque. Normalement, là, tout être normalement constitué aurait dit, bien, merci beaucoup, vous ne voulez plus de moi, je m'en vais. Moi, je l'ai rencontré, je suis allé au caucus la semaine dernière, on a rencontré tous les députés, j'ai rencontré Tom. Il dit, moi, je suis un bon soldat. Je sais que je peux donner encore quelques mois. Vous allez avoir une course. Les gens qui vont être candidates vont avoir moins de temps en chambre, vont être sur le terrain. Moi, je ne suis pas trop un mauvais débatteur en chambre. Je pense que c'est un des meilleurs parlementaires que le Canada a eu depuis plusieurs années. Il dit, moi, je vais faire la job au palais, à la chambre. Puis vous autres, bien, montez-vous une course. Fait que c'est par pure abnégation, parce qu'il n'y a aucune ambition. Tom ne se représentera pas. T'sais, Tom, il a dit, moi, là... Puis là, 2 ans, lui, il a un peu de misère avec ça, parce qu'on a jusqu'à 2 ans pour faire une chefferie. Moi, je vous l'annonce, ça ne sera pas 2 ans. Ça va être moins long que ça. Là, évidemment, le défi pour le NPD, c'est l'enracinement au Québec, oui. Qui n'est pas très, très profond. En fait, qu'il l'est plus qu'il ne l'a jamais été, sauf 2011. Qui 2011, qui n'était pas un enracinement. Parce que là, bon, on avait un Jack Layton qui était né au Québec, d'ailleurs, ou Tom Mulcair, qui sont des Anglo-Québécois, mais qui, évidemment, très bien intégrés. Très, très bien intégrés. Il est fort possible que le prochain chef du NPD ne soit pas issu du Québec. C'est possible. Comment on va réussir, comment le NPD va-t-il réussir à coller à la préoccupation des Québécois? Bien, en fait, on va prendre des exemples qui ont eu lieu. Tu sais, en 2011, il y a eu une vague, plein de gens, notamment M. Bramy ici, ne s'attendait pas à être élu. Il y a plein de gens qui ont fait le travail sur le terrain. Je parle juste à côté, dans Belleuil-Chambly, Mathieu Dubé, hein? Un petit jeune de 21-22 ans. Mais quand le ballon il est tombé dans les mains, il a dit « OK, c'est ça ». Et là, il s'est monté une équipe, il s'est connecté sur la réalité du terrain. Mathieu a été réélu. Le meilleur exemple, c'est toujours Ruth-Hélène Brosseau. Combien de fois on a ri d'elle? Et elle s'est dit, OK, c'est ça la job m'a à faire. Elle s'est installée, elle est adorée, elle a gagné avec plusieurs milliers de voix de majorité. Elle songe peut-être même à se présenter à la chefferie. Elle a été vice-présidente du caucus. Ça, c'est des exemples. Il y a des gens en 2011 qui ont été élus et qui n'ont pas fait le travail. Hein? Ils ne se sont pas enracinés. Ils ont une belle job dans les mains, ils se sont dit, waouh, c'est le fun. C'est pas ça le travail d'un député. Le travail d'un député, c'est, moi j'appelle ça être dans la boîte à tous les jours. Et ça, on a eu plein d'exemples de ça, des députés qui ont été réélus, Pierre Nantel dans Longueuil, évidemment Alexandre Boulris dans Rosemont-Petite-Patrie. Fait que ça, c'est des gens qui ont fait le travail et qui ont été enracinés. Tu sais, il faut se dire, là, l'NPD, on est à 25 là. Aux dernières élections, on était à 25 À part le 2011, on n'avait jamais eu ça. Il faut construire sur cette fondation. Est-ce que le NPD est un peu comme condamné à être la voie de gauche au Canada, ou s'il y a toujours ce désir ultimement de former un gouvernement et d'administrer le pays? Bien, c'est clair que pour moi, ça pose
La question ne se pose pas. Moi, quand je suis sauté l'année passée, c'était pour dire, moi, je m'en vais sur la glace, je vais en compter des buts. Ça fait 22 ans, je défends des travailleurs, des chômeurs. Je fais une maudite bonne job sur le plan individuel, mais je sais que je peux changer 2-3 virgules, puis 3-4 règlements, puis avoir un impact sur la vie de dizaines de milliers de personnes. Pour faire ça, ça prend le pouvoir. Il y a des gens au NPD qui, je pense, sont minoritaires, qui veulent continuer à être ce qu'on appelle la conscience sociale des Canadiens. C'est correct. Le débat va se faire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'ici 2 ans, non seulement on va avoir une course à la chefferie, mais on va avoir encore un congrès d'orientation. Alors, ces visions-là vont s'affronter, les débats vont se faire sur le terrain, puis le nouveau chef va prendre ça et va dire, OK, let's go, on y va sur ces bases-là. Moi, quant à moi, ça ne pose pas de questions. Il faut qu'on aille pour le pouvoir parce que c'est là qu'on peut changer la vie des gens. En même temps, on le sait, normalement, quand un parti prend le pouvoir, là, ce qui est le cas de Justin Trudeau, avec un nouveau premier ministre, nouveau gouvernement et tout ça, généralement, mathématiquement, les chances d'être réélu pour un second mandat sont assez fortes. Plutôt fortes. Plutôt fortes. Oui. Bon, vous allez avoir un nouveau chef, oui. Comment allez-vous pouvoir patauger dans ce contexte politique, disons, qui sera probablement favorable? Moins favorable au NPD. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai 3 exemples. Là. J'en ai 15, là, mais on n'a pas de temps. Là. On a l'exemple qu'on a eu pendant la campagne électorale et qu'on vit là présentement, la vente des blindés à l'Arabie saoudite. Moi, je n'ai pas rencontré personne dans la campagne électorale qui me disait « Moi, je suis content de vendre des armes à l'Arabie saoudite. » Gros contrat, 15 milliards. Trudeau, pendant la campagne électorale, a dit « OK, on va regarder ça. » On a vu M. Dion dernièrement qui a dit « Non, on n'a pas le choix. » Ce qui n'est pas vrai. On a le choix. Les pays scandinaves l'ont fait. La Suède l'a dit, nous, c'est pas vrai qu'on va encourager ces pays totalitaires-là à menacer, à mettre de la pression, à tuer leur population. Ça, c'est un exemple. Nous, on va faire les choses différemment. J'ai été avec des travailleurs d'Aveos, des ex-travailleurs d'Aveos, la semaine passée. M. Trudeau, en 2012, était dans une manifestation et disait à ces travailleurs-là, « Ne vous inquiétez pas, je vais discipliner Air Canada. » Air Canada devait faire l'entretien de ses gros porteurs au Canada. C'est une loi. Ils viennent de la changer, la loi. Marc Garneau vient de déposer le projet de loi C-10. Il donne libre cours à Air Canada. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est des exemples concrets dans la vie du monde. Il y en a plein d'autres. En matière d'assurance chômage, les libéraux ont fait pire que les conservateurs. Les conservateurs donnaient 5 semaines supplémentaires dans toutes les régions à haut taux de chômage. Les libéraux ont dit, nous, on va donner 20 semaines, mais seulement dans les régions où les gens travaillent dans le pétrole. Fait que ça, c'est des exemples concrets. Le challenge, présentement, parce que Justin Trudeau, on ne se le cachera pas, il marche sur l'eau. Hein, c'est facile. Les choses ne lui collent pas à la peau. Il est dans les 6 premiers mois de son premier mandat. Nous, notre job, ça va être de dire, regardez là, il s'est engagé à faire ça, il ne le fait pas. Il s'est engagé à faire les choses différemment, il ne le fait pas. Et ça, évidemment, présentement, quand on regarde ça, on se dit, waouh, tout un défi. Moi, je défends des chômeurs, des gens qui n'ont pas une scène, des travailleurs qui ont perdu leur job. Personne ne veut défendre ce monde-là. Le dossier AVEOS, nous autres, on l'a défendu. Moi, c'est ça que j'aime, puis c'est ce qu'on va faire. En bout de ligne, moi, je n'ai pas le choix. Moi, je suis là pour les gens. Moi, je vois que les gens souffrent, les gens ont moins d'argent dans leur poche qu'il y a 20 ans, puis je sais que le seul véhicule pour ça, c'est l'NPD. Fait que je ne peux pas être ailleurs. Parce que c'est sûr que l'ajout de politique sera aussi différent, parce que les conservateurs auront, aussi, le Bloc également. Un nouveau chef, le Bloc également. Bref, le paysage politique dans 2 ans au fédéral va bouger, avec une usure du pouvoir de 4 ans pour les libéraux. Mais après ça, comme je le disais tantôt, le défi pour le NPD, ça va rester de pouvoir s'enraciner plus profondément au Québec. Oui, mais on a une bonne base. Et sur l'exécutif, vous êtes combien de Québécois? On est 1, 2, 3, 4. En fait, il y a l'exécutif, on est 5 ou 6. La moitié sont des francophones, parce qu'on ne se définit pas comme Québécois. Et le Conseil fédéral, qui représente une centaine de personnes, on est presque 30-35 %. Au niveau des députés, les députés qui sont le plus nombreux viennent du Québec. On a 33 % des députés, 16 députés sur 44. Donc, le poids du Québec est encore très significatif. On va avoir certainement 1, 2 ou 3 candidatures qui vont venir du Québec à chefferie. Fait que c'est clair et net. Les gens là, que moi j'ai rencontrés, les députés du NPD du Canada anglais, savent que le Québec, c'est un tremplin. C'est un tremplin en 2015, on l'a manqué, mais le tremplin est encore là. Il faut l'entretenir, puis on va lui donner un bon swing. Hans Marotte, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Bien. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un nouveau centre intérieur, un centre d'amusement.
C'est une excellente nouvelle pour la région immédiate de Saint-Jean-sur-Richelieu, une bonne nouvelle pour les parents ou peut-être les grands-parents en devenir. Oui, ça s'appelle Au Machin Chouette. C'est un centre d'amusement intérieur. C'est dans le complexe Seigneur, au 220 de la rue Saint-Louis, avec l'accès par l'arrière. On en discute avec Brigitte Galland, qui en est la propriétaire. Bonsoir et bienvenue. Merci. D'où vient cette idée d'avoir un centre d'amusement et de l'implanter ici à Saint-Jean? Bien, l'idée date d'il y a plusieurs années parce que j'ai l'idée en tête depuis au moins 7 ans. C'est quand Pasquier est déménagé, dans le fond, pour tout dire. Là. Quand Pasquier est déménagé de son local original à celui qui est derrière, avait laissé son local vacant. Puis je disais à mon conjoint, il me semble que ça serait le spot idéal pour faire un centre d'amusement, mais j'avais un bon emploi, puis c'était un rêve, là, c'était une idée farfelue un peu. Puis ça a abouti il y a 2 ans quand j'ai perdu mon emploi. Puis je me suis dit, bien, je l'ai encore en tête, cette idée-là, puis je pense que je serais capable de l'amener à bien. J'arrivais à la quarantaine, en questionnement profond, existentiel, puis je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait quand je vais être sur mon lit de mort? Puis je me suis dit, me partir en affaires, ça serait un regret. Vous étiez dans quel domaine auparavant? J'étais en communication marketing. J'ai travaillé 15 ans en communication marketing. Quand j'ai terminé mon emploi, j'étais directrice principale de la direction des communications nationales dans une grande compagnie, une firme d'experts comptables de services professionnels, en fait. Bon. On sort de l'expérience, on dit, oui, OK, c'est beau, j'ai ce projet-là en tête. Là, il y a une opportunité, comme un timing, oui. Si on veut. Mais là, on met ça sur pied de quelle façon? Là? Disons qu'on prend la page, elle est blanche, là, puis on dit, OK, on fait ça comment? Bien, je suis contente que vous posiez la question parce qu'il y a plusieurs personnes de Saint-Jean qui m'ont aidée à différents niveaux. Et la première porte d'entrée, ça a été le Centre local de développement, dans le fond, parce que je ne savais vraiment pas par où m'y prendre. Dans mon entourage, il n'y a pas d'entrepreneur vraiment. Alors, je suis allée frapper à la porte du Centre local de développement. C'est Éric Gosselin, à l'époque, qui m'a accueillie puis qui m'a guidée dans le cheminement de la réalisation de mon plan d'affaires, comment faire une recherche, une étude de marché. Je travaillais en communication marketing, mais j'étais vraiment plus au niveau communication que marketing. Donc, l'étude de marché m'a guidée là-dedans. Alors, j'ai fini mon plan d'affaires et par la suite, j'ai rencontré, comme je vous disais, Sophie Latour au niveau du développement économique, qui m'a mis en contact avec quelques personnes. Ça a été un enchaînement. Après, il y a Jacques Charette, qui est mon parrain d'affaires, qui m'a aussi guidée sur qui appeler, comment faire la recherche de mon financement. Puis par la suite, j'ai rencontré Mathieu Massé chez Desjardins, qui m'a accordé le financement à la suite de mon plan d'affaires, qui a embarqué. Et le propriétaire de l'immeuble a aussi embarqué, a vu le potentiel avec les autres locataires de la même bâtisse, dans le fond, qui sont le Multisport, Maureen McDonald, l'école de danse, et puis la garderie qui est juste à côté. Donc, lui, il a vu une synergie entre ses locataires, il m'a aidé aussi. Tout ça a fait en sorte que tout le monde a mis son grain de sel, puis ça a fonctionné. Donc, le jello a fini par prendre. Oui. Là, vous avez procédé à l'ouverture? Oui. Oui. Ça fait 4 jours. Et là, ça ressemble à quoi? Disons qu'on rentre là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... Quand on entre, là, on voit la structure de jeu avec la plus grosse glissade là, de la structure, qui est une glissade fermée, 14-15 pieds de haut. Et en fait, 17, ça dépasse les trosses, donc 17. Et puis ensuite, donc, quand on entre, on voit la structure de jeu qui a 40 par 40 puis qui a 3-4 étages de haut selon l'endroit où on est dans la structure. Puis c'est une structure qui ressemble à celle de mes concurrents, là. Donc, il y a des obstacles. C'est un labyrinthe fait en hauteur avec des obstacles à l'intérieur que les enfants peuvent franchir en rampant, en sautant ou en se faufilant. Donc, il y a une grande salle multifonctionnelle qui est à côté aussi, qui est disponible pour les groupes. Et en location de soir ou de fin de semaine aussi à l'extérieur des heures d'ouverture. Et j'ai une grande cafétéria qui peut accueillir une centaine de personnes assises pour les parents, entre autres. Juste à côté de la structure de jeu, j'ai aussi aménagé, parce que je suis une maman, moi aussi, donc je sais un peu ce que c'est d'aller passer l'après-midi dans un centre d'amusement quand c'est inconfortable. Donc, j'ai aménagé un petit lounge aussi pour les parents qui veulent s'écraser puis vraiment relaxer pendant que les enfants jouent. Donc, ça s'adresse à des enfants de quel âge? À partir de 6 mois, les enfants, quand ils se tiennent assis, là, ils peuvent être stimulés. J'ai une zone 0-3 ans qui est aménagée exprès pour eux autres. Donc, à partir de 6 mois, ils peuvent commencer à avoir du plaisir. Puis ça va jusqu'à 10-12. Ça dépend des enfants, je dirais. Okay. Ouais. On arrive là un samedi, dimanche ou un soir. On reste là combien de temps? Les enfants s'amusent pendant combien de temps? Vous restez tant que vous voulez. Puis quand vous payez pour entrer pour une journée, vous pouvez sortir et revenir à l'intérieur de la même journée.
Donc, les parents peuvent rester comme, par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un papa qui a acheté sa passe annuelle parce qu'il y a des forfaits annuels. Il a acheté sa passe annuelle pour ses 2 enfants en fin de semaine. Quand les enfants ont fini l'école aujourd'hui, on les a vus, ils sont arrivés à 4h15, ils ont joué 45 minutes, puis ils sont retournés souper par après. On ferme à 5h aujourd'hui. Donc, ça peut être des 45 minutes, 1 heure à passer la journée au complet parce qu'on a un restaurant aussi qui sert de la bonne nourriture puis qui est ouvert en même temps que nos heures d'ouverture. Parce que pour les parents, j'essaie de voir évidemment dans quel contexte ça peut s'inscrire. On le sait, bon, la fin de semaine, on fait les courses, l'épicerie, ça, puis là, on a des jeunes enfants, on se dit, ouais, ça serait plaisant de faire une activité. En même temps, vos plus proches concurrents sont à quoi? À peu près une trentaine de minutes de route, oui. Puis ils sont quand même assez gros et tout ça. Donc là, on se dit, ouais, OK, ça serait peut-être plaisant d'aller passer, mais là, si en plus on se tape 1 heure de route, c'est un peu moins plaisant. Oui. Mais dans le fond, ça permet quoi aux parents de prendre une petite pause ou de s'amuser avec les enfants, de voir les enfants s'amuser, d'amener des amis, de faire des fêtes d'enfants? C'est tout ça. C'est tout ça en même temps parce que le parent peut relaxer pendant que les enfants jouent, mais la structure de jeu peut accueillir les adultes. Elle est assez robuste pour accueillir les adultes de toute pesanteur et de tout acabit, là. Il n'y a pas de limite. Les enfants, ils veulent quoi comme jeu aujourd'hui? Ils veulent bouger. Ils veulent pas tant avoir de... Je pense qu'un enfant, les enfants, quand ils voient la structure de jeu, là, ils veulent aller dedans. Donc, il y a un trampoline, il y a le mur d'escalade. Visuellement, c'est très attrayant. Puis les enfants veulent aller dedans. Maintenant, je pense que quand l'enfant est stimulé visuellement par quelque chose qui l'attire, il pense moins à ses jeux vidéo ou à d'autres choses. Je sais qu'il y a plusieurs enfants qui ont le réflexe de jouer avec des jeux vidéo, mais moi, mon objectif, c'est de les faire bouger, les enfants, là. J'ai été sollicitée depuis le début, depuis plusieurs semaines, en fait, par toutes sortes de compagnies ou d'organismes qui veulent avoir des dons, des commandites, tout ça. Puis j'ai vraiment choisi de soutenir les activités, les activités qui font bouger les enfants. Alors, je pense que dans la mesure où l'enfant est stimulé au niveau physique et créatif aussi, parce qu'on a des ateliers, j'ai un partenariat avec l'atelier L'Heure du Coco qui appartient à Geneviève Phoenix. Elle a son local d'art plastique où on va pouvoir salir le plancher, les murs, le plafond. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir puis de faire de la création, que ce soit des ateliers d'art comme d'initiation à l'aquarelle ou même au graffiti, jusqu'à le bricolage avec le rouleau de papier de toilette, là, mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Dans une année, parce que, bon, on le sait, on a les 4 saisons parmi nous. Évidemment, l'hiver, parfois, c'est un peu difficile d'avoir des activités avec les enfants, à moins de faire du ski, qui coûte quand même assez cher. Ou bon, oui, puis avec les hivers qu'on a. Avec les hivers qu'on a, le patinage extérieur, c'est bon, on le sait. En même temps, l'été, il ne fait pas toujours beau, il pleut des fois aussi, ou parfois, il y a des activités qui ne sont pas toujours disponibles. Bref, dans le fond, ça peut servir 4 saisons par année selon... Quand j'ai fait mon étude de marché, j'ai parlé à des propriétaires de centres d'amusement qui étaient basés ailleurs, là, à l'extérieur, comme à Lévis, entre autres. Et puis, le propriétaire me disait que parmi ses plus grosses journées de l'année, c'était pendant les 2 semaines de la construction, quand les parents restent à la maison parce qu'ils ont moins de budget ou parce qu'ils ont choisi de faire des activités. Des vacances à la maison. Oui. Quand il ne fait pas beau l'été, puis que tu as choisi de rester à la maison, ça te prend une option intérieure, puis le centre d'amusement va être une option intéressante. Pendant l'été, il y a beaucoup de camps de jour aussi qui viennent pendant l'été. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais j'ai un partenariat aussi qui a permis de faire lever mon entreprise avec le groupe Domisa et le camp You. Donc, eux sont des partenaires non seulement financiers, mais ils m'aident au niveau de la formation de mes animateurs. Mes animateurs ne sont pas juste des surveillants, ils sont des animateurs, ils ont des backgrounds en camp de jour ou en animation de fête pour enfants. Et puis, donc, le camp You me supporte à ce niveau-là. Puis, donc, les camps de jour, l'été, on va en avoir plein. On a des écoles qui viennent, des garderies qui ont réservé déjà. Donc, en tout et partout, là, vous avez combien de pieds carrés là-dedans? J'ai 7 920. OK, je donc dis pas 8 000. loin. Disons 8 000 pieds carrés. Oui. Et donc, vous pouvez rentrer combien d'enfants, le permis d'occupation au niveau enfants, adultes et tout ça? Vous pouvez avoir combien de monde? C'est une capacité de 265 personnes simultanément. Maintenant, au niveau des enfants, des adultes, ça peut être partagé, là, mais c'est 265. Tu peux rentrer plus de 260 personnes. Oui. J'ai 3 salles d'anniversaire qui peuvent accueillir chacune à peu près 15 personnes. Donc, 8 enfants, 4 adultes, c'est mes forfaits de base. Donc, puis là, si en on plus veut de la des petits cafétéria. sandwichs puis du gâteau, puis ces choses-là. On a tout ça, on fait tout ça. Vous faites tout ça? C'est vous qui faites les gâteaux, c'est ça? Ah, non, pas vraiment, mais je les sers. Bon, là, évidemment, c'est ouvert depuis à peine vendredi. Oui. C'était l'ouverture et tout ça. Avez-vous déjà eu une première réaction? Oui.
Avant, moi, j'ai lancé ma page Facebook au mois de janvier. Et puis, j'ai presque 3000 j'aime présentement. Ah oui, déjà. Donc, bon, mes concurrents, là, les concurrents qui sont ouverts depuis 5-10 ans ont ça ou même pas ça encore. Je pense que c'était très, très attendu dans le Haut-Richelieu. Puis, quand j'ai annoncé mon ouverture, j'ai annoncé que j'ouvrais le 22 avril, qui était une journée pédagogique où il mouillait. J'ai remercié le ciel. Il y avait une école dès que j'ai annoncé que j'ouvrais le 22, une école qui était un service de garde qui a vu que j'ouvrais, puis ils ont réservé. Donc, j'avais un groupe de 40 enfants. Wow. J'avais 6 anniversaires en fin de semaine. J'en ai encore 7 la fin de semaine prochaine. Je ne fournis pas à répondre au téléphone. Je m'excuse auprès de ceux qui m'appellent puis que je n'ai pas encore rappelé. Oui, c'est très occupé. Nouveau centre d'amusement intérieur, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le complexe Seigneur, 220 rue Saint-Louis. L'accès par l'arrière du bâtiment, porte numéro 192. Félicitations, bonne chance, c'est un beau projet. Merci de m'avoir reçu. Un bel actif pour la région, merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Si le compostage vous intéresse, il y a des formations disponibles par Compo Richelieu les 18 et 19 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Ne manquez pas le Télébingo, 3 500 $ en prix. C'est bien sûr le dimanche matin, 9h30 en direct. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est demain.